Cette tragédie a choqué le monde entier. Nous sommes dans l'océan Atlantique, très précisément sur les îles Canaries, province espagnole. C'est un archipel volcanique constitué de 7 îles principales habitées, situées au large du Maroc. Le lieu est devenu, grâce à l'essor de l'aviation civile, un lieu de vacances, de loisirs et de villégiature que le climat doux et tempéré favorise évidemment. Nous sommes le dimanche 27 mars 1977, un dimanche de mars ordinaire, sorti du calendrier. Un drame aérien absolument terrible, né d'un enchaînement morbide de circonstances malheureuses, va survenir sur l'une de ces îles, où le tourisme est la principale raison de vivre. Aujourd'hui, plus de 45 ans plus tard, le temps a passé, les règles se sont durcies. Nous savons que ce drame terrible, qui a occasionné la mort de 583 personnes, est en fait le drame le plus important de toute l'histoire de l'aviation, aurait pu être évité si l'application justement de certaines de ces règles, souvent de bon sens et de logique, et le respect plus strict de procédures de sécurité bien définies et bien connues, avaient déjà été observées et retenues. Mais malheureusement, ce n'était pas encore le cas à cette époque où l'avion promettait tout, quitte à commettre quelques entorses. Nous savons que les drames font toujours avancer l'histoire, de gré ou de force. Revenons donc, ci-dessous, sur les faits tels qu'ils se sont déroulés ce jour-là, sur le petit aéroport de Los Rodeos, desservant l'île de Tenerife, la plus grande de ces 7 îles sœurs. Ce dimanche 27 mars 1977, à 13h15, heure locale, l'aéroport principal des îles Canaries, situé à Las Palmas, a été victime d'un attentat, perpétré et revendiqué plus tôt dans la matinée, par un groupuscule séparatiste local qui opère depuis quelque temps déjà sur cette excroissance espagnole, pour laquelle ils revendiquent leur autonomie. Ce n'est d'ailleurs pas spécifique à l'Espagne dans ces années-là. En Europe, d'autres mouvements bruisent des velléités d'indépendance et d'autonomie. Suite à l'explosion de cette bombe artisanale, une personne a trouvé la mort à l'intérieur même de l'aérogare et 8 autres ont été blessés. Fort logiquement, les autorités ont procédé à la fermeture totale de l'aéroport pour un temps indéterminé et au transfert de tout le trafic aérien. Ce qui n'arrange bien sûr personne, ni sur place à Tenerife, ni sur les autres aéroports insulaires, souvent de capacité modeste. La conséquence immédiate de cette fermeture, dont nous venons de parler, et dont le report de tout le trafic aérien sur l'aéroport de Los Rodeos, situé, lui, sur l'île voisine de Tenerife, précisément au nord de cette île, à 10 km environ de la capitale de l'île, Santa Cruz de Tenerife. Car le tourisme est ici une manne financière importante, disons même essentielle pour le développement de ces îles, et l'avion permet justement, depuis quelques années déjà, de se rendre vite et bien dans ces îles paradisiaques. C'est encore nouveau, ce n'est pas très loin, alors on veut en profiter. Comble tragique de l'ironie,
Pour beaucoup de touristes étrangers, la vie n'est pas chère sur ces territoires en plein essor et qui attirent les touristes comme un aimant. Mais ce second aéroport insulaire des Canaries, qui sert surtout pour des navettes inter-îles et un trafic local avec l'Espagne et le Maroc voisins, n'est pas du tout dimensionné pour absorber cet afflux de visiteurs. Le parking pour avions est beaucoup trop petit, l'aérogare est largement sous-dimensionné, le personnel de la tour de contrôle insuffisamment formé aux situations exceptionnelles et de crise. Et on est dimanche, jour où, traditionnellement, les effectifs sont partout réduits. Alors que le trafic reste le même et augmentera significativement dans l'après-midi, mais aucun plan ne prévoit encore le rappel de personnel qui, dès lors, viendrait utilement renforcer leurs collègues. Nous avons là, sans le savoir encore, les premiers facteurs de la catastrophe qui va se jouer dans quelques heures. À ce moment-là, 5 avions gros porteurs, dont 2 Boeing 747, le plus gros avion du monde en ce temps-là, sont en approche des îles Canaries. Chacun, en pleine charge, carburant compris, pèse près de 350 tonnes. C'est énorme. Les autorités locales décident de tous les faire atterrir sur le petit aéroport de Los Rodeos. Les règles de déroutage des avions ne sont pas encore entrées dans les pratiques aériennes usuelles à cette époque. Les commandants de bord sont tout puissants. « Ben, on verra bien après », est un peu le message de ces instants-là. Ne serait la gravité des faits qui y surviendront au cours de l'après-midi, après un incroyable enchaînement de faits, tout fatalement liés les uns aux autres. On dirait aisément que c'est le temps de l'insouciance et de la légèreté. Le vol hollandais KLM Royal Dutch Airlines 4805 fait partie de ces avions en approche. C'est l'un des 2 Boeing 747 mentionnés. C'est un magnifique oiseau du ciel, baptisé Rhin, qui fait la fierté de toutes les compagnies nationales à travers le monde. Le commandant de bord, Jacob Veldunzen van Santen, 50 ans, est un monstre sacré de la compagnie. Il pilote, seul maître dans les cieux, mais aussi dans les directives et les relations avec les contrôleurs aériens. Un de ces Boeing 747, celui-ci étant un 747-200, flambant neuf, avion de transport de masse très capacitaire. Au départ d'Amsterdam Schiphol, avec son copilote Cas Meurs, l'ingénieur de vol Willem Strender et 11 stewards et hôtesses. Il a embarqué 234 passagers et leurs bagages qu'il doit amener sous le soleil des îles Canaries. Ils sont donc 248 à bord. C'est plutôt un vol de routine, d'une durée de 4 heures et 45 minutes. La distance à couvrir n'étant pas grande, 3200 km. Dans la dernière phase du vol, le commandant de bord est informé du déroutage de son appareil vers Los Rodeos, sur l'île de Tenerife, au lieu de celui de Las Palmas. Non, ici KLM 4805, est-ce que vous me recevez? Nous sommes au niveau 350, demandant l'autorisation pour l'approche. KLM 4805 Lando, l'aéroport est fermé. Déroutez-vous sur Los Rodeos via le VOR de Tenerife. Descendez au niveau 250. Ah, je le sentais venir. Je suis attendu ce soir, j'ai un dîner important et je vais le rater. Descendez au niveau 250. Initialement, il souhaitait rester en l'air, en position d'attente, pour s'économiser un atterrissage puis un redécollage, et donc du carburant. Mais, faute de réserve suffisante de carburant et sur injonction de la tour de contrôle, il fera finalement contre mauvaise fortune bon cœur. Et il va se poser, comme tous les autres vols, à Los Rodeos. D'autant qu'on ne sait pas estimer l'heure de réouverture de l'aéroport de Las Palmas, où une bombe a explosé. Il en est de même pour le commandant Victor Grobbs, qui pilote le Boeing 747-100,
de la compagnie américaine Pan Am. Dénommé Victor Clipper, cet avion est également l'un des fleurons de la compagnie américaine. Il effectue le vol Pan Am 1736 de Los Angeles à Las Palmas, avec une escale à l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy de New York. Son avion est plein, puisqu'il compte, outre les 16 membres d'équipage, 380 Américains, dont une majorité de touristes. Mais pas que. Notons, et c'est important à ce stade du récit, qu'à cette époque-là, les vols transcontinentaux étaient encore peu nombreux et exclusivement réservés à des avions quadri-réacteurs gros porteurs. C'est pour cette raison qu'il était presque toujours plein. Lui aussi avait exprimé le souhait de rester un moment en l'air, pour les mêmes raisons sans doute que son homologue hollandais. Mais lui aussi sait que ses réserves de carburant ne lui permettront sans doute pas de tenir bien longtemps, d'autant que ces ronds dans le ciel sont énergivores. Car à ce stade-là, confirmation est donnée à tous les avions qu'aucun horaire n'a encore été annoncé pour la réouverture de l'aéroport de Las Palmas. Dans l'aéroport régional de Los Rodeos, les avions nouvellement arrivés s'empilent donc à qui mieux. En attendant une décision de réouverture de l'aéroport de Las Palmas, qui, décidément, tarde à venir. Les deux gros porteurs américains et néerlandais s'ajoutent, dans une belle cacophonie, aux avions régionaux déjà en service. Le parking avion trop peu capacitaire de cet aéroport déjà ancien est très vite saturé et les avions en surnombre commencent à se garer sur le taxiway. Cette voie latérale de service et de manœuvre se trouvant accolée à la piste unique de l'aéroport, qui permet aux avions d'aller d'un bout à l'autre, sans occuper indûment et à vitesse lente la piste à laquelle ils accèdent par des bretelles de jonction coniques. C'est ainsi dans tous les aéroports du monde, pour la conception mais pas pour le stationnement. On ne circule pas sur la piste d'envol et d'atterrissage pour aller se positionner. C'est une règle d'or. Mais ici, ce jour-là, contrainte obligeant, elle ne sera pas respectée, mais pas contrôlée non plus. Et ce sera là, malheureusement, la seconde raison de la terrible catastrophe qui va survenir. Une autre cause de la catastrophe, la troisième donc, météorologique, celle-ci va, elle aussi, apparaître très vite sur place et pendant longtemps, hanter les esprits. Il s'agit de la brume quasi quotidienne et de nappes de brouillard intermittentes mais régulières qui tombent habituellement sur les îles en cette saison printanière. Elle enveloppe très vite l'aéroport en fin d'après-midi, ce dimanche 27 mars 1977. Ce n'est certes pas inhabituel, car l'altitude de l'aéroport et sa position très avancée en mer les favorisent et les montagnes derrière la piste les bloquent et les renvoient au sol. Ils ne s'effilocheront que le soir venu. La tour de contrôle ne dispose pas, à cette époque, de radar permettant aux contrôleurs aériens de visualiser chaque avion au sol et de le suivre. Les contrôleurs aériens s'en remettent donc à la seule clairvoyance des pilotes, agréés pour cet aéroport, et leur échange radio VHF, d'autant plus qu'ils ne sont pas très nombreux à gérer ce trafic impromptu. On joue quand même un peu avec le feu, surtout en cas de brouillard et de densité inhabituelle de trafic aérien, comme c'est le cas ce jour-là. Et justement, en cette fin d'après-midi, le brouillard de fin d'après-midi devenu encore plus épais commence à envelopper totalement l'aéroport. La visibilité au sol se réduit très vite à moins de 500 mètres, ce qui est peu sur un aéroport. Finalement, en fin d'après-midi, les autorités rouvrent l'aéroport de Las Palmas au trafic international. C'est peut-être précipité. Cela le serait à tout le moins actuellement, mais c'est une décision souveraine des autorités espagnoles d'alors.
Une noria de vols venant de tous les aéroports, dont celui de Los Rodeos, qui a servi d'aéroport de substitution et de délestage, va donc s'effectuer dans peu de temps. Et en priorité, il faut faire décoller les deux mastodontes, les deux Boeing 747, de la KLM et de Pan Am. À bord des deux avions se trouvent réunis 644 passagers et membres d'équipage. Le commandant de bord du Boeing 747 de la Pan Am, Victor Grubbs, est prêt à aller se positionner en bout de piste pour pouvoir décoller. Car à l'inverse des autres avions, il lui faut, au vu de son gabarit et de son poids, toute la longueur de la piste pour pouvoir s'élever dans les airs. Et c'est pareil pour le Boeing 747 de la KLM. Par comble de malchance, il ne peut pas emprunter le taxiway, bloqué par le Boeing 747 de la KLM, justement, et dont le commandant de bord Jacob van Zanten a décidé au dernier moment de faire un complément de kérosène. Il redoutait, à juste raison, une grosse perte de temps à l'avitaillement de Las Palmas, d'où beaucoup d'avions repartiront vers le continent européen après leur escale. Cela nécessiterait de refaire du carburant. Alors malin, il anticipe. Notons que cette décision forte est unilatérale et perturbe encore plus l'organisation du trafic aérien, déjà bien fragilisé. Et le complément de plein de son Boeing, qui est un gros porteur, va engendrer un retard de 35 minutes sur la chronologie des décollages, car il bloque tout le monde, tant que le camion-citerne ne l'a pas délivré. Et il est garé en travers du taxiway, et le camion-citerne gêne tout le monde. Ajoutons de surcroît une cause en engendrant une autre, sa crainte de ne pouvoir rejoindre Amsterdam le soir même, en raison des durées de vol maximales désormais imposées aux équipages aéronautiques. À ce sujet, il avait même pris l'attache de la compagnie néerlandaise à Amsterdam, pendant l'escale forcée de Tenerife, et sa conviction était faite. Il lui fallait repartir aussi vite que possible pour ne pas se voir imposer pour cette raison une nuit d'attente à Las Palmas. Le plein enfin fait, les passagers qui avaient été autorisés à se rendre dans l'aérogare peuvent enfin remonter à bord. Là aussi, c'est compliqué, l'aérogare étant petite, le tarmac plutôt étroit pour plusieurs passerelles, les portes sous-dimensionnées. Et fatalité ou pas, il manquera à l'appel une famille de 4 personnes qu'il faut aller chercher, retrouver et hâter tout ce beau monde d'embarquer. J'ai été les chercher, et ça, je ne me le pardonnerai jamais. Si je ne les avais pas trouvés, ils seraient encore en vie aujourd'hui. Encore du temps perdu. Une seule personne originaire de Tenerife n'embarquera pas, à sa demande expresse. Elle habite Tenerife, île qu'elle devait d'ailleurs rejoindre le soir avec un vol local. Imaginons un instant la situation. Un petit aéroport saturé, des avions nombreux, de gabarits différents, tous prêts à redécoller dès le feu vert donné. Des commandants de bord énervés et stressés, l'un d'entre eux en particulier. Du brouillard qui s'intensifie, des passagers excédés et énervés, pressés d'arriver enfin à destination. Une tour de contrôle à l'effectif réduit, sans doute dépassée et surtout des règles et procédures trop souples et peu fiables. De l'espagnol à l'anglais, parfois approximatif, les échanges radio sont sujets à caution. Nous avons là le cocktail parfait de la terrible catastrophe qui va se produire. Ça y est enfin,
Le commandant de bord du Boeing 747 de la KLM, Jacob Van Zanten, a réussi à amener l'avion à vitesse réduite comme c'est prévu, en bout de piste, utilisant pour cela la piste unique. Au bout, il opère un demi-tour complet, serre ses freins et est enfin prêt à décoller. Juste derrière lui est prévu le Boeing 747 de la Pan Am. Le commandant de bord, Victor Groups, est aux manettes. Le choix est logique, l'aéroport de Los Rodeos se délestant ainsi de ses deux plus gros avions du jour. Ce Boeing américain qui, au départ, devait prendre le taxiway latéral pour aller se placer derrière le Boeing 747 de la KLM, sans le gêner, va être contraint, bien malgré son commandant de bord, de rouler un moment sur la piste principale pour tenter de rattraper le taxiway à l'avant-dernière bretelle de jonction entre la piste principale et le fameux taxiway, toujours encore encombré par d'autres avions. C'est une demande des contrôleurs aériens. Ce sera l'avant-dernière cause directe du drame, la plus lourde de conséquences dramatiques. Celle-ci aurait permis encore d'éviter le drame. Mais non, rien décidément ne se passe comme prévu. Car à ce moment-là, les contrôleurs aériens de Los Rodeos ne maîtrisent plus la situation. À l'heure des charges, si tant est que cet argument soit recevable, il y a le sous-effectif, la tension nerveuse, le mauvais usage de la langue de travail, l'inorganisation manifeste des décollages et l'agacement des commandants de bord. À cause du brouillard, dense et épais, ils ne se voient pas, de là où ils sont, l'intégralité de la piste d'envol. Ils n'arrivent donc pas à localiser précisément le Boeing 747 de la KLM, tout là-bas en bout de piste, justement noyé dans cette fameuse brume. De surcroît, sans radar de suivi et de localisation, comme nous l'avons déjà indiqué, les seuls échanges se font par le canal radio. Et ils sont mauvais, inaudibles, hachés, saturés. C'est lié tant à la qualité des appareils qu'au manque de rigueur des opérateurs. Tout le monde parle à tout le monde, en même temps, l'un coupant l'autre, ne faisant pas répéter, croyant avoir bien compris une phrase, un mot mal prononcé, mal entendu. Le drame, et on le comprend parfaitement à ce stade-ci de l'enquête, couve déjà et va éclater dans quelques instants. Croyant avoir obtenu le feu vert pour décoller, lors de l'échange radio VHF, largement imparfait entre son copilote et le contrôleur aérien, le commandant de bord du Boeing 747 de la KLM desserre les freins et lance l'appareil pour le décollage. La puissance des 4 moteurs est au maximum et la vitesse augmente vite. On va atteindre très rapidement les vitesses V1, vitesse dite de décision et donc limite ultime de non-décollage, où il pourrait encore s'arrêter. Puis V2, vitesse à laquelle le commandant de bord cabre l'avion, où les roues de l'avion quittent précipitamment la piste et où, quoi qu'il advienne, il doit décoller. Mais à ce moment précis, le commandant de bord du Boeing 747 de la Pan Am, Victor Groups, fait encore évoluer son aéronef à vitesse réduite, sur la piste principale, à contresens de l'autre avion donc. Puisqu'il n'a pas encore pu atteindre la 3e bretelle de jonction qui lui avait été indiquée, courte bretelle qui lui permettrait de sortir enfin de la piste. Et comme l'avant-dernière bretelle, située sur sa gauche, n'est pas utilisable, vu son angle de 147 degrés très précisément, beaucoup trop fermé donc pour le gabarit de l'avion, qui braque mal, il décide d'aller jusqu'à la dernière bretelle, un peu plus loin, toujours sur sa gauche. Hélas, il n'aura pas le temps matériel d'y arriver. Le destin tragique des deux appareils, roulant l'un en face de l'autre,
sur la seule piste de cet aéroport est déjà scellée à ce moment-là. Quelques instants plus tard, le commandant de bord du Boeing 747 de la Pan Am arrive enfin à la bretelle de jonction qu'il croit être la bonne. Enfin, la quatrième et dernière donc, qu'il aperçoit sur sa gauche et qu'il s'apprête à la prendre. Logiquement, il doit se trouver à 800 mètres du Boeing 747 de la KLM, toujours stationné, selon lui du moins, en bout de piste. Et au même instant, une vision d'horreur se dresse devant lui. Le Boeing 747 de la KLM sort brusquement du brouillard. Au loin, phare directionnel avant allumé, venu de nulle part, et fonce sur lui. Sa vitesse au-delà de V1 est déjà de 185 km à l'heure. Il tente la manœuvre de la dernière chance, braque à fond son propre appareil pour tenter de dégager la piste. Mais un avion de ce poids, avec un tel gabarit et un tel empennage, braque trop doucement et n'avance qu'à vitesse réduite. S'ils n'étaient pas rassurés, tous les trois, par la multiplicité des échanges radio VHF, de mauvaise qualité audio et le comportement du commandant de bord néerlandais, ils comprennent en une fraction de seconde qu'ils ne s'étaient hélas nullement trompés. Le commandant de bord tente le tout pour le tout, met plein gaz sur les 4 moteurs, donnant une impulsion à l'avion qui commence à rouler avec le train avant sur l'herbe. À gauche de la piste, mais il n'ira pas plus loin. Le commandant de bord du Boeing 747 de la KLM, Jacob Van Zanten, et son copilote Klaas Meurs ont eux aussi aperçu l'autre avion presque face à eux. À cet instant, ils sont à près de 270 km à l'heure, ayant dépassé la vitesse V2. Le commandant de bord tente lui aussi la manœuvre de la dernière chance, fait rugir ses 4 moteurs, qui sont déjà pleine puissance, et tente de soulever l'appareil pour gagner quelques mètres d'altitude. Il y réussit partiellement seulement, provoquant un frottement de 22 mètres de la queue arrière de l'appareil, trop cabré, et le choc effroyable se produit. Le train avant du Boeing 747 de la KLM percute fatalement le flanc droit de l'autre Boeing, qui l'éventre, déchirant une grande partie du fuselage. Les passagers du Boeing américain voient avec effroi les cloisons s'ouvrir largement, le toit disparaître, le plancher sur lequel ils étaient assis l'instant d'avant s'effondrer, l'aile gauche et les réservoirs de carburant qui y sont contenus s'enflammer en une seconde. Le brasier prend instantanément. C'est l'horreur absolue. L'aile gauche du Boeing hollandais arrache brutalement, vu sa vitesse initiale encore élevée, la dérive du Boeing américain, au ras de la gouverne de direction, alors qu'il le survolera de quelques centimètres seulement. Ayant, de fait, perdu une grande partie de sa puissance, retenu par l'avion américain, un instant enchevêtré sous lui, le Boeing 747 néerlandais s'élève très légèrement et retombe lourdement juste derrière le Boeing américain. Ils s'embrassent instantanément, le choc ayant fait s'enflammer tous les réservoirs. Il n'y aura aucun survivant parmi les 248 personnes composant l'équipage et les passagers. Le Boeing 747 de la Pan Am se trouve à l'arrêt, moteur arraché ou détruit, désarticulé entre le bord de la piste et la bretelle de jonction. Néanmoins, quelques passagers arriveront à s'en extraire, ainsi que le commandant de bord, Victor Groups, qui se trouvait aux commandes dans le cockpit, et les membres d'équipage qui s'y trouvaient également. Ils étaient en effet à l'endroit le plus avancé de l'appareil, le nez en somme, endroit non directement impacté par le choc latéral. Finalement,
Sur 396 occupants, 61 survivront, dont le commandant de bord, le copilote Robert Bragg, le mécanicien navigant George Warne et 4 des hôtesses. Je vous laisse en compagnie de la chaîne Lily 911 qui va prendre la suite de cette affaire tragique. Le bilan que l'on mesure ainsi est terrible, inimaginable, déjà impensable pour un esprit cartésien. 583 personnes viennent en un instant de perdre la vie. Jamais un bilan aussi lourd n'avait été enregistré dans l'aviation. Jamais non plus 2 avions s'étaient percutés frontalement au sol qui plus est. Et encore moins 2 appareils de cette nouvelle génération, dite de gros porteurs. On pensait avoir édicté une fois pour toutes des règles, on s'était lourdement trompé. Tenerife, cet après-midi-là, a montré qu'il fallait tout réinventer, tout repenser, tout reprendre presque à zéro. La puissance du feu et la chaleur dégagée par l'incendie qui fait rage, les 2 avions étant chargés de kérosène, dissipent instantanément le brouillard sur un rayon d'1 kilomètre environ. Insuffisant cependant pour que, de la tour de contrôle, on se rende rapidement compte de quelque chose. Quand les contrôleurs aériens se rendront enfin compte plusieurs minutes plus tard de l'étendue du drame qui vient de se jouer, ils ne pourront rien faire. Ont-ils fait preuve de suffisamment d'autorité ce jour-là, face à un afflux d'avions et d'équipages internationaux dont chacun revendiquait légitimement quelque chose? Ont-ils appliqué les procédures prévues à la lettre? Tous les moyens de secours de l'aéroport de Los Rodeos et de l'île de Tenerife sont mobilisés. Si un hôpital San Juan de Dios se trouve à proximité immédiate, car il est situé entre l'aéroport et la ville de San Cristobal, il n'y a plus rien à faire malheureusement. Si ce n'est de prendre en charge les 61 rescapés, tous très choqués et certains souffrant de brûlures et de blessures diverses. Des moyens de secours et d'aide sont acheminés des îles voisines et même d'Espagne. Une enquête complexe sera très vite ouverte pour tenter à la fois de comprendre les raisons de ce drame et de reconstituer autant qu'il est possible de le faire, sans témoins et avec trop peu de moyens techniques de l'époque, l'enchaînement fatal des choses. Elle réunit 70 experts internationaux de l'aviation civile, espagnole et internationale, des représentants des autorités espagnoles et du constructeur américain Boeing. Car il apparaîtra très vite que la technique est hors de cause. Les 2 avions ne présentaient a priori, et autant qu'on ait pu en juger, aucune défaillance, aucune anomalie. Les 2 appareils étaient récents, très bien entretenus et surveillés, et la découverte des lieux par les premiers intervenants ne laissera guère planer le doute. Le Boeing 747 de la KLM, piloté par Jacob Van Zanten, a percuté de plein fouet en tentant de décoller le Boeing 747 de la Paname, aux commandes duquel se trouvait le commandant Victor Grubbs, qui manifestement a tenté, mais en vain, de l'éviter. Ne serait l'étendue du drame et le nombre de victimes dépassant ici l'entendement, on croirait à une farce, un jeu d'auto-tamponneuse, un mauvais concours de circonstances. Il apparaît assez rapidement que le commandant de bord du Boeing 747 de la KLM, Jacob Van Zanten, a décollé sans autorisation claire et formelle accordée par le personnel de la tour de contrôle. Lui-même et son copilote ont cru avoir entendu dans un échange radio haché et partiellement coupé cet accord, selon eux, formulé par un simple OK, et s'en sont manifestement contentés. Le copilote et le mécanicien navigant
Ont-ils accordé une confiance aveugle au commandant de bord, qu'ils connaissaient tous les deux et vénéraient presque? Rappelons qu'il était alors le commandant de bord le plus expérimenté de la compagnie néerlandaise, instructeur pilote sur ces nouveaux avions livrés par Boeing, de véritables monstres de technologie de forte capacité d'emport. Quant au commandant de bord du Boeing 747 de la Pan Am, Victor Grubbs, a-t-il vraiment bien compris, toujours dans ses échanges radio, VHF chaotiques non répétés, peu audibles, les consignes de descente vers le point d'envol? Qui a pu d'ailleurs l'envoyer par la piste principale, l'inciter à prendre sur sa gauche une bretelle impossible d'accès pour ce type d'avion? Les mots exacts ont-ils été correctement prononcés, correctement compris, répétés si besoin? La présence de l'avion de la AKLM lui a-t-elle été signifiée et l'a-t-il correctement et entièrement entendu? Tout est encore mystérieux, mais on sent bien la gêne s'installant, que rien n'était clair, rien n'était précis dans ces échanges radio VHF, effectués en anglais, avec des mots compliqués et à la prononciation imparfaite, pouvant induire en erreur, langue peut-être, mais restons prudents, imparfaitement maîtrisés par les personnels locaux, usant couramment l'espagnol comme langue de travail. La catastrophe est donc due à un enchaînement fatal et irrémédiable de circonstances qui, isolément, ne sont pas graves en soi et ne sont pas porteuses de conséquences, mais qui, une fois réunies, échaînées, provoquent des drames tels que celui-là. En conclusion, des recommandations sévères ont été faites par l'Organisation internationale de l'aviation civile. Les échanges entre la tour de contrôle et les équipages seront strictement protocolisés et leur emploi rendu obligatoire. Il en sera de même entre le commandant de bord et le copilote, plus le mécanicien navigant, tant qu'il y en aura à bord, avec des procédures de cockpit, mangements clairs et obligatoires. L'autorité aussi du contrôleur aérien sera rehaussée et deviendra incontournable. Quant à l'aéroport de Los Rodeos, ici incriminé, s'il a déjà été victime d'un premier drame en 1972, avec les 155 victimes du vol Spantax à destination de Munich en Allemagne, qui s'était écrasé au décollage à cause du brouillard, il sera encore une fois marqué par la fatalité. En effet, un autre accident aérien tout aussi dramatique surviendra sur le vol 1008 d'An Air en 1980, en provenance de Manchester, en Grande-Bretagne. Cette fois-ci par non-respect flagrant par l'équipage des procédures d'atterrissage et fera 146 victimes. Quelques années plus tard, l'aéroport de Los Rodeos sera enfin équipé d'un radar et sera surtout doublé par un aéroport flambant neuf construit dans la partie sud de l'île, l'aéroport international Reine-Sophie, capable lui d'absorber ces trafics touristiques à la croissance exponentielle. Des monuments mémoriels ont été érigés sur place et à Amsterdam en mémoire des nombreuses victimes de ce crash. La leçon à retenir ici est qu'une catastrophe est toujours le résultat d'un enchaînement de faits successifs, indépendants, isolés, mais qui, une fois liés les uns aux autres, provoquera à terme le drame.